Bien, écoutez, on va passer au dur, hein, la conférence. Donc j'appelle le professeur Laurent Perrin-Biroulet. Alors, professeur Perrin-Biroulet, bon, vous êtes gastro-entérologue à Nancy, vous êtes quand même un des experts très connus en France et internationalement. Vous êtes même, je crois, un des plus cotés en termes de publication, hein, n'est-ce pas ? Donc on a vraiment beaucoup de chance de vous avoir, cher Laurent Perrin-Biroulet. Ça c'est votre... voilà. Et puis vous allez nous parler de la vision de la médecine sur un éventuel objectif de guérison. Donc on se voit tout à l'heure, d'ici 30 minutes pour les questions. C'est à vous. Merci beaucoup pour cet accueil et cette invitation pour un événement aussi prestigieux. Vous savez, parfois quand on se lève en venant de Nancy pour une conférence, bien entendu, on donne toujours le maximum, on est toujours ravis d'aller donner une conférence, mais là aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, les 40 ans, parler en plus, savoir si on arrive à ouvrir la voie de la guérison. C'est vrai que la France, et il faut le reconnaître, la France, en termes de recherche, est leader depuis plusieurs décennies dans le domaine de la recherche concernant les Mickey. Si c'est une autre équipe hors France qui arrive à guérir les Mickey, c'est pas grave, on sera bien entendu ravis puisqu'on est tous dans le même bateau. Je tenais bien entendu à remercier tous les bénévoles, aussi c'est vrai Chantal, Anne et Alain, avec qui on est le plus en contact, mais aussi localement, moi j'ai Mireille, enfin voilà, on ne peut pas citer tout le monde, mais c'est exceptionnel parce que tout ce travail qui est fait au quotidien, il y a une ambiance particulière dans les Mickey en France. Quand vous le voyez à l'étranger, vous le voyez tout de suite. Et c'est vrai que ça, c'est hyper sympa, ça nous motive, on se soutient mutuellement. Et je trouve que le travail qui est effectué depuis des décennies par les différents présidents du comité scientifique, j'ai eu la chance de l'être aussi, est assez extraordinaire. Les chercheurs, on en bénéficie aussi en tant que médecin. Parfois, et Chantal l'a dit un tout petit peu, très poliment et gentiment, parfois, de notre côté en tant que médecin, on ne parle pas assez de l'AFA, ça c'est quand même quelque chose à changer, mais en tout cas, voilà, bon, c'est extraordinaire d'être ici dans un site magique et un amphi magique, donc encore une fois, merci, et puis je vais essayer de vous parler en tant que gastro-entérologue, en effet, de savoir où est-ce qu'on est, et puis aussi où est-ce qu'on va. Alors, je dirais que ça, c'est Hépatogastroentérologie, c'est le journal de notre société savante qui nous a demandé un petit peu d'écrire les enjeux pour chaque maladie. Pour le cancer colorectal, pour les troubles fonctionnels intestinaux. Il n'y a pas que les Mickey dans la vie, même si maintenant, avec 300 000 personnes en France, bien entendu, c'est une pathologie qui est très fréquente et qui continue d'augmenter. Mais pour moi, les 3 enjeux qu'on peut identifier pour la prochaine décennie qui arrive devant nous, c'est vraiment comment augmenter l'efficacité des traitements. On a un gros problème, c'est ce plafond de verre. C'est très difficile. Je dirais que l'arrivée des biothérapies il y a 25 ans, avec le Remicade, on peut le citer ici, a été une révolution. Moi, je me rappelle, je débutais, j'arrivais comme jeune interne dans le service du professeur Bigard. Il m'appelait, il me disait « Laurent, viens vite voir, la fistule anopérinale s'est fermée, c'est extraordinaire, l'intestin s'est cicatrisé, c'est extraordinaire. » Et c'est vrai, mais ça, c'était il y a 25 ans. C'est vrai que depuis 25 ans, et ça sera peut-être la seule note un petit peu négative durant cette présentation, on n'a pas réussi à écraser le Remicade, qui reste une molécule extraordinaire, mais il faudra un jour qu'on arrive à percer ce plafond de verre. Alors on en est arrivé où ? Et j'en parlerai tout à l'heure. On s'est dit, elles marchent toutes de façon très bien, de manière séparée, mettons-les ensemble. Alors, au début, ça nous a fait peur, on s'est dit, oulala, on va associer plein de trucs, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis maintenant, on y est arrivé, les premières données ont été présentées il y a quelques mois avec des résultats qui sont super, vraiment super, inattendus, donc ça c'est génial. Il y a la médecine de précision, où encore une fois la France est leader, puisque vous connaissez probablement des projets tels que le projet Primer qui est porté par l'équipe de Yoram. Ce projet Primer qui est de la médecine de précision qui est complexe, qui n'est pas facile, mais il faut se soutenir. C'est quoi ? C'est essayer de prédire ce qui va se passer. Alors prédire ce qui va se passer, surtout en termes de réponse au traitement, c'est ce qu'ils font déjà en oncologie. Mais ce qu'on a envie de savoir avant de débuter le traitement, nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Quand on vous voit, on vous donne le traitement, et puis on voit ce qui se passe, si ça marche ou pas. On aimerait bien savoir en amont pour pouvoir sélectionner ceux qui vont répondre. Il y a aussi changer l'histoire naturelle des Mickey. Ça, c'est un élément très important. Moi, c'est pas toujours difficile et c'est pas toujours palpable. Mais comme je dis toujours,
Si vous prenez il y a 2 décennies, et ça je pense que Yoram pourra le confirmer aussi, le professeur Jean bien entendu aussi, quand vous regardez il y a 2-3 décennies, moi quand j'ai commencé comme jeune externe au CHU de Grenoble, dans le service du professeur Fournet, quand vous arriviez dans la salle d'attente, il vous disait ce patient a une maladie de Crohn. Alors ce n'était pas discriminatoire, mais on voyait tout de suite un peu pâle, un peu mince, un peu maigrelet, fatigué, il était plié en deux. Maintenant, la bonne nouvelle quand même, alors c'est plus difficile en termes, ça veut dire qu'au niveau du grand public, il faut communiquer parce que la maladie est parfois un petit peu quand même invisible. Quand vous arrivez dans une salle d'attente, quand vous avez des patients atteints de Mickey, assis à côté de patients qui n'ont pas de Mickey, c'est très difficile de faire la différence. Donc ça, c'est le côté positif, on ne le voit pas. On ne peut pas faire la différence. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès à tous les niveaux. Savoir ce qui est dû aux médicaments, ce qui est dû à la prise en charge, ce qui est dû aux surveillances, c'est très difficile de faire la part des choses, mais quand même en 20 ans, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Alors, comment faire pour changer l'histoire naturelle de la maladie? Ce n'est pas forcément éviter la chirurgie. Je dirais que l'objectif thérapeutique ultime, et on pourra en parler, c'est quoi? C'est finalement que le patient puisse mener la vie socio-professionnelle qu'il a envie de mener. Et les patients vous le disent, nous en tant que médecins, on est souvent focalisés à la consultation. Ah, la CRP est élevée, il y a encore un peu d'inflammation dans le côlon. Mais en fait, si le patient peut mener une vie socio-professionnelle, j'aime pas trop le terme normal, on dit beaucoup ça en ce moment, c'est difficile, mais en tout cas, la vie qu'il souhaite, c'est vraiment que l'objectif est atteint. Et je cite toujours cette histoire à laquelle je tiens beaucoup. On utilise beaucoup de traitements, mais j'avais vu un patient qui ne mangeait que des pâtes depuis 15 ans, avec sa femme qui l'accompagnait toujours à côté pour vérifier qu'il mangeait que des pâtes. Et quand elle lui disait, elle a inventé des centaines de formules de pâtes. Des pâtes comme ci, des pâtes comme ça. Enfin bon, voilà. Donc c'était devenu une experte mondiale des pâtes. Et quand moi je suis arrivé, je lui ai dit, mais vous pouvez manger normalement. Alors le patient, il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon, vous êtes sûr ?» L'épouse était en panique complète, puisque toutes ses recettes allaient disparaître. Et je le revois 6 mois après, il me dit « Ah, j'ai recommencé à manger de ci et ça, docteur Perrin, c'est extraordinaire, vous avez changé ma vie. » Alors qu'en fait, je lui avais juste dit qu'il pouvait un peu diversifier son alimentation. Donc, il ne faut rien sous-estimer. Il ne faut rien sous-estimer dans la truc. Et puis, bien entendu, si vous voulez guérir, ouvrir la voie de la guérison, qu'est-ce qu'on peut envisager ? Qu'est-ce qu'on peut envisager? C'est identifier les causes des Mickey. On en rêve tous, c'est pas facile, j'y reviendrai, on y travaille, il y a des équipes exceptionnelles partout en France qui travaillent à ce niveau-là. C'est pas facile, on sait qu'il y a plein de facteurs, donc on y travaille, j'y reviendrai un petit peu. Et puis surtout, le futur et ce qu'on est en train de faire, comme ce sont des maladies complexes, on est en train de faire des gros paniers où on met tout dedans. On met l'activité physique, on met ce qui se passe, ce qu'on mange, les gènes, les molécules, on met tout dedans pour essayer de sortir quelque chose qui va nous dire ce à quoi et ce qui est la cause des Mickey. Et c'est pareil d'ailleurs pour la médecine de précision. Alors, on est encore un peu loin de la guérison. Je mets cette diapositive-là parce que je pense qu'elle est quand même importante pour vous dire que quand on a des objectifs de rémission, si on est très très strict sur les critères, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique, on est à peu près à 1 patient sur 5 qui va obtenir une rémission profonde, complète. Quand vous regardez les taux de réponse, en revanche, avec les traitements actuels, on est plutôt à 9 sur 10. Donc, il y a quand même un bon côté des choses. Une maladie de Crohn, vous allez débuter un anti-TNF, dans 9 cas sur 10, toutes les études l'ont démontré, le patient va se sentir beaucoup mieux. Donc ça, c'est le côté positif des choses. Mais si vous voulez changer ce qui va se passer pendant 10 ans, 20 ans, il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut que vous atteigniez un état de rémission profonde. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans des chiffres qui sont... on n'a jamais franchi la barre des 50%. Alors, comment y arriver ? Ça, c'est un article d'un ami. On a travaillé aussi un petit peu, en effet, sur le plan international. Silvio Danese, qui vient de le publier, qui est assez marrant et que je trouve, et bon, c'est quelqu'un toujours qui est assez novateur. Il a dit comment percer ce plafond de verre. Comment percer ce plafond de verre? Eh bien, il faut toujours revisiter, réinventer. On le fait grâce à l'AFA. Il faut savoir que l'AFA a permis de mener les premières études génétiques. Grâce à tout ce qui est fait dans les bourses, chaque année, il y a plein de projets qui naissent, plein de projets qui vont être menés au bout et qui vont changer les choses petit à petit. À chaque fois, il y a une petite contribution, mais quand vous regardez ce qui s'est passé en quelques décennies, ça devient une contribution majeure. Alors, comprendre la maladie, aller peut-être vers le diagnostic préclinique. Je fais un coucou à Jean-Frédéric Colombel qui ne nous écoute pas, qui est à New York, qui est parti il y a quelques années à New York, qui travaille beaucoup sur ces aspects avant le diagnostic de la maladie. Il y a les nouveaux traitements. Les nouveaux traitements, le côté positif, c'est que ça pullule. Il y en a plein.
Donc c'est vrai, quand les patients ils arrivent à la consultation, qui nous disaient toujours ah, vous êtes la dernière chance, docteur Perrin ou docteur Bouni, que je viens vous voir, on m'a dit que mes 2 traitements avaient échoué, mes anti-TNF et mon antivio ont échoué, il n'y a plus rien, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est plus le cas. C'est vraiment le côté très positif des choses, ça arrive de tous les côtés, et en 2023, il y a encore plein de molécules qui arrivent, donc ça, c'est génial. Mais elles ont toute une efficacité qui est un petit peu proche. Et je ne vois pas, de ce que je connais à mon niveau, je ne vois pas dans le développement des molécules, je ne vois pas une molécule qui, à l'heure actuelle, a une efficacité extraordinaire. On parle toujours de ci, de ça, dès qu'il y en a une. Ah, dites, est-ce que vous avez accès ici, ça, machin, et tout dans votre centre? J'ai entendu parler de ça. Il n'y a pas de chose pour l'instant qui va permettre de guérir ces maladies-là, mais il y a des belles choses. Les associations de maladies, on l'a dit, et puis il y a aussi tout ce qui est un peu le patient, et moi je crois qu'un effort qui doit être fait énorme, et on y travaille un petit peu dessus à Nancy, c'est aussi le poids de la maladie au quotidien. Moi je crois que le problème, c'est que quand on voit tout ce qui se passe du 1er janvier au 30 décembre, il y a plein de choses qui se passent. Donc il faut qu'on agisse sur ces aspects-là, et il faut que le patient puisse avoir une vie où il n'a pas toujours le fil à la patte. Comment ne pas avoir le fil à la patte? C'est aussi être traité à domicile. Ça, c'est important. Donc, on est en train de tout revisiter ça dans un projet notamment qu'on est en train de monter à Nancy avec des traitements à domicile où on voudrait faire quasiment tout à domicile. Tout qui se passe à domicile, des mini-cliniques à domicile dans la ville, on est en train de monter ça au niveau du Grand Est. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que d'avoir à faire 100 km pour venir à sa consultation, faire sa perfusion ou autre, bah, c'est un petit poids de la maladie, même si parfois on est content d'aller voir l'équipe médicale. Il y en a qui adorent ça. Ou l'équipe paramédicale d'ailleurs. Mais je crois que quand même maintenant, dans ces maladies chroniques, il faut qu'on puisse de temps en temps un petit peu oublier la maladie. Alors, quels sont les progrès qui ont été faits? Il y a eu les biosimilaires quand même qu'on ne peut pas négliger, juste pour vous dire que la France, et on l'oublie parfois, ma petite critique que je ferai parfois au niveau de certains patients, on oublie qu'on est dans un pays exceptionnel. Mais vraiment, je le dis parce que pendant 15 ans, comme vous le savez peut-être, j'ai parfois pris l'avion pour aller dans d'autres pays. Et ce que j'ai vu dans les autres pays, à chaque fois que je revenais en France, je me dis « waouh, c'est exceptionnel ». J'ai vu aucun pays, j'ai peut-être pas fait l'ensemble des pays du monde, mais j'en ai fait un tout petit peu, j'ai vu aucun pays avec un système comme la France, où vous êtes sûr d'avoir accès au traitement, vous êtes sûr de pouvoir le débuter, vous êtes sûr de pouvoir le continuer. Moi, j'ai jamais vu ça. Je vous dis, même dans des pays riches, voisins ou autres, j'ai jamais vu ça. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et les biosimilaires nous permettent de traiter aussi plutôt plus de patients. Les coûts des médicaments ont diminué. Ça coûte très cher, ces maladies inflammatoires pour la société. Mais grâce aux biosimilaires et grâce à tout l'effort qui est fait actuellement au niveau des prix, on va pouvoir traiter plus de patients. Certaines drogues sont en train de disparaître. Certaines approches thérapeutiques sont en train de disparaître, comme les immunosuppresseurs en monothérapie. Et maintenant, c'est vrai qu'on va pouvoir, et d'ailleurs, des fois, le patient vous le dit à la consultation, mais en fait, ça fait 10 ans que vous me traitez et maintenant, vous commencez à me mettre la biothérapie. Et j'ai des patients qui me disent, mais en fait, c'est un peu con ce que vous avez fait. Pourquoi vous ne m'avez pas mis la biothérapie d'emblée, qui est le traitement le plus efficace? Ce n'est pas une question bête des patients. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes les études qui le démontrent, que taper tôt et fort, c'est beaucoup mieux. Mais c'est un vrai débat. Quand vous avez finalement une Mickey au diagnostic, vous avez peut-être envie qu'on vous mette d'emblée un traitement super efficace et bien toléré. Pourquoi on fait les corticoïdes et puis l'immunosuppresseur, puis après on discute ci ou ça? C'est un peu bébête comme approche. Vous avez envie d'aller tout de suite bien. Donc ça, c'est vrai que les biosimilaires et les coûts des médicaments nous permettent un petit peu de faire ça. Alors, je vous mets cette diapositive-là qui est imbitable. C'est exprès, c'est pour pas que vous la regardiez, c'est juste pour vous dire ce qu'il en est. Pour vous dire que quand même, au niveau médicaments, ça bouge. Ce papier-là, il a fait pas mal de bruit, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel sur le plan scientifique, il faut savoir reconnaître les choses, mais c'est une vue globale. Moi, je suis trop vieux, mais qui a été faite par un des anciens internes que j'avais qui venait d'Argentine, qui est venu quelques mois, qui maintenant a développé plein de super trucs en Argentine, on a mis ensemble tout ce qui s'est passé depuis 20 ans dans la RCH. Tout ce qui s'est passé depuis 20 ans dans la RCH. Toutes les molécules et on les a comparées les unes aux autres. C'est pour ça que c'est quasiment, voilà, c'est pour ça que c'est imbitable. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'infliximab, c'est un produit exceptionnel. Les autres produits aussi le sont. Chaque produit a ses avantages. Il y en a qui sont bien tolérés, il y en a qui sont bien pour le sujet un peu plus âgé, il y en a qui sont bien pour les fistules anopérinéales. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est la molécule magique ou nettement meilleur que les autres. Mais si on prend pour diminuer l'inflammation, l'infliximab reste une molécule redoutable. Et là, pour la première fois, il y a eu une molécule qui est développée, donc ce sont des molécules par la bouche,
ce qu'on appelle les anti-JAK, dont vous avez probablement entendu parler, où il y a déjà le tofacitinib, et bien avec une nouvelle molécule qui s'appelle l'upadacitinib, on a pu battre pour la première fois l'infliximab, dans des comparaisons indirectes ou autres. Donc ça, on était content. Donc la médecine progresse, et quand je vous dis que ça l'a battu, c'est que ça n'a pas doublé l'efficacité de l'infliximab, ça l'a battu de quelques pourcentages. Mais c'est déjà ça. Donc pour vous dire quand même que les choses avancent avec les nouvelles molécules. Alors, je voulais résumer ici, j'aime bien cette diapositive. Alors, peut-être, alors maintenant, ça serait plus possible, mais peut-être parce que j'hésitais entre prof de sport et la médecine pendant longtemps, quand je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et puis ça, je me levais la nuit, je regardais les Jeux Olympiques de Los Angeles, tout ça. Enfin, j'aimais bien toutes ces choses-là. Et je crois que cette diapositive, elle résume un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, alors parfois elle est vue, si ça, le partenariat privé-public, ce qui est à mon avis une erreur, parce que je pense qu'on doit tous travailler ensemble et il y a des gens bien partout, enfin c'est mon sentiment. Qui va remporter la course, c'est très important. Vous voyez que les molécules se multiplient. Alors il y a les molécules historiques. Moi j'étais un grand fan de Carl Lewis, donc la molécule historique, la légende, les anti-TNF, vous le voyez là. Il y en a qui ne marchent pas ou à qui on a eu de gros espoirs comme le Mongersen, puis ça a été un flop. Et puis maintenant, il y en a plein. Donc il y a les S1P qui étaient d'abord en neurologie et aillés, ils vont être, même si la France a pris une mauvaise décision il y a quelques semaines, ça nous a un petit peu choqués parce que la France est parfois en train, et je crois que c'est votre rôle et notre rôle, je vous le dis, c'est entre vous et moi. Je sais que c'est enregistré, que vous êtes là, etc. Donc probablement tout le monde en parlera après, mais ce n'est pas grave. Mais la France est en train de prendre un petit peu de retard. Donc si nos tutelles, notre gouvernement, etc., peuvent un tout petit peu nous écouter, on est en train de prendre un petit peu de retard. C'est-à-dire que dans les autorisations de médicaments, dans les remboursements de médicaments, dans toutes ces choses-là, on est en train de prendre un peu de retard. La France traîne les pieds et ça, c'est une catastrophe. Moi, pour m'être occupé de pas mal de choses, justement, aller des fois défendre, essayer de discuter pour les médicaments, la France est en train de prendre du retard alors qu'avant, elle était en avance. Et il y en a un produit qui est un S1P, qui est un super produit pour certains patients, où la France vient de décider pour l'instant qu'elle ne le rembourserait pas. On pourrait être le seul pays d'Europe à ne pas l'avoir. Donc, il faut encore qu'on continue. Le vedolizumab, que vous connaissez, l'antivio, les interleukines 23 qui arrivent, il y en a plein qui arrivent l'an prochain. Enfin, voilà, donc ça bouge. Mais est-ce qu'il y en a un qui va arriver, vous voyez le point d'interrogation, qu'on n'attendait pas et qui, boum, va guérir la maladie? En tout cas, pas dans les prochaines semaines. Mais ça veut dire que quand un traitement n'a pas marché, on en a un autre, et puis un autre, et puis un autre, jusqu'à trouver le bon patient, le bon traitement pour le bon patient. Les bons patients, on en a plein. Au niveau des essais d'association, donc ça c'est le scoop des derniers mois, que faire avec les biothérapies? Finalement, ce qui est intéressant, c'est de les associer. On n'y croyait pas trop, il y avait des données chez la souris. La souris, on l'a appris nous depuis longtemps, est un peu différente de nos patients Mickey. Il y a quand même quelques différences, donc ce n'est pas évident d'extrapoler. Ce qui a été montré dans cette étude de combinaison, c'est que quand vous associez un anti-TNF à la nouvelle génération qui s'appelle les IL-23, ils arrivent dans quelques semaines, là, c'est vraiment des produits qui vont vraiment nous aider, et ben vous augmentez très nettement les taux de réponse clinique et vous doublez quasiment les taux de rémission clinique. On est quasiment à 1 sur 2. On est quasiment à 1 sur 2. On y est presque en associant ces molécules-là. Alors, les anticorps bispécifiques, je vous le mets parce que c'est quand même bien de mettre des petites touches futuristiques. On a eu des réunions à l'UEGW là-dessus, ça marche en oncologie, c'est en train de voir le jour aussi dans les Mickey. Qu'est-ce que les anticorps bispécifiques? Eh bien, c'est un anticorps qui fait en gros infliximab plus vedolizumab. C'est comme si vous preniez à la fois, par exemple, je vous donne les noms commerciaux, je crois qu'on peut, mais comme si par exemple vous preniez le Remicade historique avec l'antivio. Eh bien, c'est sous forme d'un anticorps. Et il vous fait les deux, il bloque les deux. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que dans les Mickey, bloquer qu'une seule molécule, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va arriver à guérir, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Donc ça vous permet de bloquer plusieurs molécules à la fois. Ça, c'est en développement, et ça va arriver. C'est déjà une réalité dans le domaine de l'oncologie. Alors, la médecine de précision, ça, je laisserai notre expert en parler, Yoram, qui a monté un gros projet là-dessus, projet Primer, dont il vous parlera, juste pour vous dire que ce sont des vieux rêves. Ce sont des vieux rêves, mais il y en a qui l'ont fait. Les oncologues l'ont fait. Si les oncologues l'ont fait, nous, il faut qu'on y arrive. Hein. On ne peut pas laisser les oncologues faire quelque chose que nous, on n'a pas réussi. Mais eux, c'est une biologie plus simple. Nous, c'est une biologie complexe à laquelle on doit faire face, mais il faut qu'on y arrive avec cette médecine de précision. Pour l'instant, moi, je pense qu'il faut repenser la stratégie.
Je pense qu'il faut repenser la stratégie. Alors, Yoram, justement, va vous proposer la stratégie à laquelle il pense pour pouvoir y arriver. Mais je vous ai mis à droite parce qu'il y a eu beaucoup d'argent investi. Et pour l'instant, on n'a pas réussi vraiment à savoir qui va répondre ou pas à un traitement. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas vraiment marché. Mais on commence à avoir les premiers résultats. Et boum, la porte s'est ouverte. La lumière est arrivée. La lumière a jailli, enfin. Pas encore la fumée blanche, mais quand même. En 2017, il y a 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Cette première étude, Nature Medicine, le plus grand journal, Le Rêve, là où publie Benoît Chassin, qui vous parlera plus tard, où nous, on essaye de publier. Nature Medicine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un biomarqueur pour prédire la réponse au traitement. C'était il y a 5 ans. Est-ce qu'on en parle tous les jours dans la clinique? Pas vraiment, parce que la route est longue avant de les valider complètement. Il faut faire des essais cliniques dédiés qui prennent des années. Donc ça, c'est ce qui va être fait avec le projet, notamment Primer, mais ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Alors ça intéresse beaucoup les gouvernements. Les États-Unis commencent déjà à mettre la pression. Ils disent « Ah, mais attendez, si vous pouvez prédire le traitement, moi, ceux chez qui ça ne marche pas, je ne rembourse pas. Je ne rembourse pas. » Et c'est ce que veut faire aussi le système de sécurité sociale français. Donc il faut des essais dédiés, voilà, Yoram vous en parlera plus en détail, mais il faut des essais dédiés de biomarqueurs. On utilise le biomarqueur ou pas et on compare si ça fait mieux. Les études d'association comme ça a été fait jusqu'ici, c'est insuffisant. C'est insuffisant sur le plan méthodologique et finalement, je dirais même de manière provocatrice, ça ne sert pas à grand-chose parce que certaines associations n'ont parfois pas été confirmées. Donc il faut faire des essais amenant la plus haute preuve. Alors, au niveau de la pensée, ce qu'il faut voir dans les Mickey, je crois qu'il faut un reset. Il faut un reset et arrêter de se focaliser sur un effort. Je développe une molécule, puis là je regarde si l'activité physique ça marche, etc. Non, il faut avoir maintenant une vue un peu globale et je crois que c'est le temps de le faire, surtout la France. L'AFA, grâce à son soutien, a aidé à mener les premières études génétiques, la découverte du gène NOT2 il y a 2 décennies, notamment, et Cocorico, on est ravis grâce à Jean-Pierre Hugo, ça nous faisait plaisir, même si encore une fois, quand c'est une autre équipe, on est aussi content. La France a été leader là-dedans. Il y a 2 décennies, nous a dit, il y a un gène de susceptibilité à la maladie de Crohn. Nous, les patients, nous le demandons tous les jours, mais je vais le donner à mes enfants, c'est génétique, c'est héréditaire, c'est familial? Non. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas génétique, c'est quand il y en a dans la famille, il y a un petit risque plus élevé de développer la maladie. C'est tout, mais comme toutes les choses du truc. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir à ce niveau-là, ça ne se transmet pas. Donc la génétique a été un peu une déception. Il faut qu'on la revisite, qu'on la voit dans un ensemble. C'est une petite part de la maladie. Et c'est pour ça qu'en pratique clinique, on ne l'utilise pas. Le microbiote, je ne suis pas un spécialiste du microbiote, vous avez un des spécialistes mondiaux du microbiote avec Benoît Chassin qui va vous expliquer tout ça. Moi, je n'ai pas toujours tout compris, mais ce qui se passe avec le microbiote, c'est que le microbiote, on l'a mis à toutes les sauces. On vous a dit, ça explique comment vous asseyez, comment vous dormez, si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, est-ce que vous allez chercher vos enfants à l'école. Enfin, il y a un moment, c'était le délire. Donc, ça semblait expliquer tout, le microbiote. Le microbiote seul, moi, je crois que ce n'est pas la solution. Je crois que c'est un acteur vraiment à revisiter et analyser dans un contexte. Le microbiote, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui cause uniquement la maladie et qui arrive, votre microbiote, il ne va pas bien et boum, vous développez un Crohn. Ce n'est pas du tout ça. Donc le microbiote, c'est super intéressant et on a un leadership clairement au niveau français, mais c'est dans un contexte. C'est tout ce qui se passe autour et qui module le microbiote qui est assez intéressant. Et puis, où est-ce qu'on va? La prochaine décennie, ça va être ça. Ah, je peux vous le dire, c'est comme ça partout en médecine, mais génétique il y a début des années 2000, microbiote maintenant, ça va être l'alimentation. Pourquoi? Parce que dans les pays où ils ont une certaine alimentation, où ils ont des risques faibles de Mickey, dès qu'ils viennent dans un pays riche comme la France, quand ils viennent dans un pays comme la France, en une génération, ils récupèrent le risque de développer une Mickey. Donc c'est l'environnement qui change, ce n'est pas les gènes qui changent dans le transport en avion. Donc probablement quand même dans notre assiette, il se passe des choses. Et je dirais, ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois, moi j'ai dit pendant des décennies à mes patients, je me battais, arrêter les régimes d'exclusion, on n'en peut plus, manger normalement, manger normalement, manger normalement, manger normalement, en dehors des poussées. On a une enquête qui va être publiée bientôt, qu'on a faite à Nancy, sur 500 patients, les résultats sont effarants. Effarant. Les régimes qui sont faits comme ça d'exclusion à l'aveugle, paléolithique, machin ainsi, bientôt manger truc, boire plus que de l'eau, manger ça, voilà. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Par contre, on a enfin des aliments qu'on pointe du doigt. Les aliments ultra transformés, un petit peu trop de sucre, pas assez de fibres.
Voilà un peu les 3 éléments qui commencent à être confirmés. Et on a les premières recommandations mondiales qui viennent d'être publiées pour dire comment bien manger quand on a une Mickey. Donc ça, c'est vraiment le sujet chaud qui est super intéressant. Que peut-on dire de manière certaine en 2022? Les Mickey ne sont pas l'hépatite C. Ça, voilà. Nos collègues de l'hépatite C, mon chef de service y compris, le professeur Brunevicki, mais beaucoup d'autres, lorsqu'ils ont eu l'hépatite C, ils étaient très contents parce qu'il y a un agent, une cause. Bah, ils l'ont traité, ils l'ont guéri, tant mieux pour les patients, c'est génial. Et puis maintenant, ils se mettent tous à la stéatohépatite alcoolique. Dans les Mickey, c'est plus compliqué, il n'y a pas qu'un agent causal. Pourquoi? IMID, donc IMID, c'est un terme anglais pour dire maladie inflammatoire chronique, dont les Mickey, ça c'était une diapositive que j'aime bien. Bah, en fait, les maladies inflammatoires sont compliquées parce que la vie est compliquée. Donc il faut prendre en compte des dizaines de choses. Et donc là, on arrive dans l'ère de l'exposome. Vous allez entendre partout, l'exposome, c'est l'environnement. Hein, c'est pour toujours bien, ça fait un terme scientifique, ça fait bien pour les dîners. Donc l'exposome, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a autour de vous. Et en fait, vous agressez votre intestin tous les jours. Moi, peut-être plus que les autres, d'ailleurs. Mais vous agressez votre intestin tous les jours plus que les autres. Si vous ne dormez pas, vous agressez votre intestin. Si vous ne faites pas beaucoup d'activité physique, vous agressez votre intestin. Si vous mangez mal, vous agressez votre intestin. Tout ça, le tabac, vous agressez votre intestin. Donc votre intestin, en fait, au bout d'un moment, des fois, il n'en peut plus, il explose. Chez certains patients, ça donne une Mickey. D'autres patients, il arrive à tenir. Bon, ça, c'est les lois de la médecine. Hein. On a tous nos patients de 80 ans qui ont bu 2 litres d'alcool tous les jours pendant 60 ans. Ça va? Oh, super, docteur. Et puis, on a l'autre qui a 40 ans qui a déjà la cirrhose en ayant bu un peu moins. C'est la susceptibilité, c'est comme ça. Il y en a qui développent et d'autres pas. Donc, il faut aller dans cette direction-là et il faut regarder tout ça. Ça, c'est pour vous résumer les causes des Mickey. Je vous laisse un petit peu de temps pour cette diapositive, pour que vous la compreniez, mais ça, c'est la cause des Mickey. C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Hein. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est ce que je vous ai dit. On met tout dans le panier. On met tout dans le panier, et puis on va voir ce qui se passe, quelles sont les interactions. Tout est lié. Les bactéries, aux virus, aux champignons, qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à ce que vous mangez, qui sont à la façon dont vous dormez. Le sommeil, c'est primordial, le sommeil, pour prévenir les maladies, tout ça. Donc tout est lié. Donc si on veut avancer, et c'est ce qui est actuellement en train de se faire, il faut prendre en compte tout ça. C'est ce qu'on appelle l'interactome. Voilà, ça sera ma diapositive la plus scientifique. Ça fait un autre mot bien placé dans un dîner, l'exposome, l'interactome. Donc l'interactome, c'est quoi? C'est l'interaction entre tous les trucs, les protéines, les ADN, le machin, le truc, enfin voilà. Donc ça, c'est les scientifiques. Si vous avez des questions, vous demanderez à Benoît Chassin. Donc ce qu'il faut aussi, je pense, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est majeur. Mais je crois qu'on l'a prise à l'envers. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, on a fait n'importe quoi. On y croit beaucoup, mais en fait, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mettent les choses et puis ils vous disent, on va vous faire un algorithme décisionnel. Donc en fait, ils savent déjà. Ils disent, ah, mais est-ce que tu peux me modéliser le fait que la calprotectine est élevée? Ouais, ok, so what, quoi. C'est pas super excitant ou intéressant. L'intelligence artificielle, ce qui est super intéressant, et à mon avis, ça va nous aider, c'est quand on va l'utiliser à bon escient. C'est quoi utiliser l'intelligence artificielle à bon escient? C'est hyper simple. C'est l'utiliser pour faire de la recherche. En fait, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est quand vous regardez les molécules qui sont impliquées dans le développement de la maladie de Crohn, il y en a que vous connaissez, le TNF, toutes ces choses-là, et bien l'intelligence artificielle, elle peut faire de l'exploratoire et vous trouver des molécules auxquelles vous n'avez pas pensé. Et penser en dehors, c'est pour ça que j'ai mis ça comme titre, et penser en dehors. Et ça, cette intelligence artificielle-là, elle est géniale, plutôt de penser uniquement à en faire pour remplacer les endoscopistes ou le gastro-entérologue. Bon, voilà, c'est pas le but. Et puis pour finir, je dirais que sommes-nous trop ambitieux? Je crois que c'est important. Je voudrais juste vous ramener à nouveau à cette réalité qui est, même dans cette étude qui a été publiée, on prenait des patients avec une maladie de Crohn précoce, on traitait par anti-TNF très rapidement. Et bien, les taux de rémission, quand on regarde vraiment ce qui se passe, on ne cicatrise l'intestin complètement que dans 15 à 20% des cas. Donc vous voyez qu'il faut faire des choses, mais comme nous, miquistes, on est toujours un petit peu excités, on veut toujours faire d'autres choses. On est revenu à ce que nous a dit le docteur Burrill Crohn quand il a décrit la maladie de Crohn en 1932. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit la maladie de Crohn, c'est une destruction de la paroi, c'est une destruction de la paroi intestinale. Donc on s'est dit, il n'y a pas longtemps, et ça a été initié d'ailleurs, je le dis ici parce que c'est important, par Jacques Cohn et Mark Lehmann, qui ont revisité ce concept-là, ce vieux concept.
Ce qu'on est en train de se rendre compte, et ça c'est le sujet chaud du moment, je vous le mets parce que vous allez en entendre parler, c'est qu'on vous a dit qu'au début, il y a 20 ans, on vous a dit qu'il faut enlever les symptômes, c'est super. Il y a 10 ans, on vous a dit qu'il faut cicatriser l'endoscopie, c'est super. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Il faut peut-être cicatriser tout l'intestin, parce que la paroi de l'intestin dans la maladie de Crohn, toute la paroi est abîmée. Et on s'est rendu compte dans cette étude-là, espagnole, que même chez ceux qui n'avaient pas de symptômes, une coloscopie normale, il y avait encore l'intestin, la paroi de l'intestin qui pouvait être abîmée. Donc peut-être qu'il faut ce qu'on appelle une cicatrisation transmurale. Le problème, c'est qu'on a déjà du mal, 15% des cas pour avoir la cicatrisation endoscopique. Alors cicatriser tout l'intestin, il va falloir des nouvelles stratégies. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de boulot. Et puis pour la RCH, c'est la même chose, c'était pour faire le pendant. Je vous le mets aussi, j'ai mis des diapositives historiques, pas pour rendre hommage uniquement à nos aînés, mais pour dire que les choses, elles sont explorées, revisitées, elles reviennent, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été décrites à 100 ans. La recherche d'un Lemmicky, elle n'a pas débuté il y a quelques années, même s'il y en a parfois qui peuvent le croire. Et donc, dans la RCH, c'est la même chose. Où est-ce qu'on va? Eh bien, on va dans la cicatrisation de l'intestin à l'endoscopie, la cicatrisation de l'intestin au microscope, et puis maintenant, le gros sujet chaud du moment, c'est quoi? C'est de cicatriser les molécules. Parce que vos molécules, elles sont abîmées. Hein. Si vous les regardez, que vous faites des petites analyses moléculaires, vos molécules sont abîmées. Et bien, maintenant, on va vouloir que tout ça soit normal. Mais c'est pareil. Si vous regardez la rémission endoscopique avec les molécules les plus puissantes, on est à 15%. Donc, il va falloir encore un petit peu travailler. Pour finir, j'ai mis cette diapositive-là parce que j'y tiens beaucoup. Alors, vous voyez qu'il y a le patient sur la gauche. Le patient, je dirais qu'après 20 ans, on était beaucoup focalisé sur les traitements, mais ça nous a excité quand même. Nos patients en ont bénéficié de ces nouvelles prises en charge, des biothérapies, etc. Ils étaient quand même vachement contents. Je vous dis, dans la salle d'attente, ces patients qu'on ne distingue plus, etc., les choses ont changé. Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est exceptionnel. Il y a plein de molécules, il y a plein de messages d'espoir. Mais pour vous résumer, ce qu'on veut faire pour les prochaines années, c'est que les Lemmicky, il y a 3 étapes. On a beaucoup confondu les choses. C'est premièrement, durant les premières semaines, dès que vous diagnostiquez votre Lemmicky, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout de suite améliorer les symptômes et enlever l'inflammation. Il ne faut pas traîner. Dès que vous diagnostiquez une Lemmicky ou que le patient a une poussée. Après, il faut atteindre une rémission profonde, la plus profonde possible. C'est très difficile d'optimiser quand vous avez fait 3-4 lignes de traitement puis qu'il n'y a toujours pas de cicatrisation transmurale et d'histologie. Bon, des fois, vous dites, écoutez, hein, il va bien, pour l'instant, on va surveiller, on va voir ce qui se passe. Mais si vous voulez changer le futur, si vous voulez qu'il ne soit plus opéré, si vous voulez qu'il ne soit plus hospitalisé, si vous voulez qu'il mène la vie qu'ils veulent, et ça c'est la dernière étape qui est à droite, après 1 an de prise en charge, que tout se passe bien, ça passe quand même à un moment par un état de rémission profonde. Donc, le retour du patient à domicile, ça c'est clé. Il faut que les patients soient traités à domicile. On ne peut plus leur demander sans arrêt de venir nous voir. On est content de les voir. Je ne parle pas que de la téléconsultation, hein, qui a certaines limites. Alors ça permet de découvrir certaines choses. Hein. Parfois le mari qui passe derrière, les 2 enfants qui courent derrière, l'autre machin, ça fait découvrir parfois un petit peu la famille ou autre, c'est assez sympa, mais il faut qu'on puisse traiter les patients à la maison avec les cliniques virtuelles qui sont en train de se développer. Nous on l'a développé un petit peu de façon artisanale, ça marche quand même un petit peu, mais c'est assez sympa, les tests de calprotectine à domicile, tout ça, enfin voilà, parce que les patients ne peuvent pas venir systématiquement à la maison, et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ils ne peuvent pas venir faire tous les examens et tous les traitements à l'hôpital, ça c'est pas le futur. Pour finir, je dirais que la France est leader mondial grâce à l'effort de tous. Moi, quand on m'appelle toujours pour me dire « Ah, mais j'ai vu sur Internet, vous êtes plutôt bien, machin et tout, tous ces trucs, ces classements, ces machins et tout », la première chose que je dis aux patients, je dis « Vous êtes dans le seul pays au monde où, dites-moi votre ville. » « Ah, je suis de là-bas. » Et je dis « Eh bien, il y a un centre à côté de chez vous qui est exceptionnel. » Donc ça, c'est unique au monde. Partout où que vous soyez en France, il y a des centres Lemmicky exceptionnels, CHU ou hors CHU. Et moi, je crois que quand on voit ces 4 entités-là, avec tout le travail qui a été fait, moi, je crois que la guérison, on est en marche et que la France va y arriver. Si vous me demandez quand, ça, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de ce topo. Peut-être on va passer aux questions. On a à peu près 10 minutes pour les questions. Bon, déjà, on peut dire quand même que si on a un recul de 20 ans, on a quand même plutôt pas mal avancé, donc il faut avoir ce regard-là.
Moi, ce que je trouve assez rassurant aussi, c'est que vous avez l'air d'être extrêmement ambitieux, et donc c'est toujours rassurant d'avoir des gastro-entérologues, des chercheurs extrêmement ambitieux. Mais qu'en même temps, les moyens qu'on a sont finalement assez limités. Donc il va falloir aussi travailler les moyens. Et puis on parlera évidemment de comment on le fait avec Göran Bunik dans quelques instants. Moi, j'ai quand même une première question. Alors, sachez qu'on a à peu près une dizaine de minutes pour les questions. Il faut que ce soit des questions courtes, réponses courtes. Et puis qui soient vraiment pas forcément vos cas particuliers, mais vraiment des questions qui intéressent toute la salle. Moi, une première question quand même, ce qui m'interroge beaucoup, c'est ces associations de traitement, notamment de biothérapie, parce que en même temps, on est toujours finalement dans cette perspective de se dire quand est-ce qu'on arrête le traitement ou quand est-ce qu'on allège le traitement. Est-ce que du coup, c'est pas un peu est-ce qu'on a déjà regardé les effets secondaires de ces on appelle ça les bithérapies, hein, c'est ce que vous dites, bithérapie ou bibiothérapie, j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est pas un peu... est-ce qu'on a du recul déjà sur ces aspects-là ? Oui, on a du recul. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a eu plusieurs centaines de patients traités dans le monde, dans la vraie vie. Il y a eu beaucoup de publications de plusieurs pays qui confirment toutes plutôt la bonne tolérance. C'est au cas par cas, c'est des centres experts, etc. Mais finalement, on a fait de l'infliximab et de l'azatioprine et des corticoïdes pendant 20 ans, où on associait 3 traitements qui ont chacun leurs effets secondaires. Donc les associations de biothérapie, oui. Moi, je crois que la biothérapie, la combiothérapie, c'est un moyen de désescalader, justement, et d'alléger le traitement. Pourquoi ? Parce que quelle va être la stratégie du futur ? Ça va être de faire une association de molécules, de mettre la maladie en rémission profonde très rapidement, et puis après, progressivement, au fil du temps, d'alléger le traitement. Donc, au contraire, au lieu de courir après la montre, de mettre une, de voir, d'attendre, ça marche et tout, là, d'emblée, boum, on éteint tout, et après, on pourra désescalader. Donc, c'est ça qui est aussi génial avec ces stratégies. Ok. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Ça va être difficile pour les micros de monter tout en haut comme ça. Il y en a une juste en haut à gauche, si je ne m'abuse, une en bas à gauche, une au milieu à gauche. Bon, je te laisse faire. Allez-y, mademoiselle. Vous avez le micro. Bonjour. Moi, alors déjà, ça me fait très rire parce que les traitements vous excitent personnellement. Moi, ça ne m'excite pas du tout. Juste une question, en fait. Vous mettez beaucoup en avant les nouvelles thérapies, les thérapies à venir. Vous ne mettez pas les points négatifs, c'est-à-dire les effets secondaires. Parce que la liste est quand même impressionnante, voire flippante. Et quand on prend un nouveau traitement, sans citer mon cas particulier, ça fait très peur. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, pour choisir nos molécules dans les prochaines années, le sujet chaud du moment, c'est le rapport risque-bénéfice des stratégies. Où je suis peut-être un petit peu moins d'accord, c'est qu'on a enfin des molécules super bien tolérées. Les anti-TNF, on a 25 ans, globalement, la tolérance est bonne. Voilà. On a des molécules, des classes de molécules qui sont très très bien tolérées. Donc on a l'ustekinumab qui est bien toléré, on a le vedolizumab qui est très bien toléré, avec maintenant des reculs de l'ustekinumab, des très très longs reculs. Il faut savoir que l'ustekinumab, il y aura dans quelques années, dans pas longtemps, un biosimilaire. Donc c'est déjà une vieille histoire. Et puis on a cette nouvelle classe qui arrive, qui sont les inhibiteurs de l'interleukine 23, qui ont une tolérance dont on n'attend rien de particulier, qui sont utilisés depuis longtemps. Donc je suis d'accord avec vous par rapport aux effets secondaires, mais on y est. Et d'ailleurs, dans les nouvelles molécules qui sont développées, quand on discute et qu'on voit ce qu'il fait, maintenant les gens disent de toute façon, on n'aura plus le droit de développer une molécule, même si elle est très efficace, pas très bien tolérée, parce qu'on a des molécules maintenant qui sont super bien tolérées sur le long terme. Donc ça a quand même changé les dernières années. Mais après, c'est un ensemble de choses. Il faut aussi associer les thérapies non médicamenteuses, etc. Voilà, c'est pas forcément tout médicament, c'est sûr, mais on a quand même des médicaments bien tolérés quand même maintenant. Merci. Alors, on a une question juste là. Allez-y. Oui, bonjour. Ma question rejoint un petit peu la précédente. Nous, en tant que patients, on a du mal à trouver un traitement déjà en monothérapie qui fonctionne bien et qui ne nous apporte pas trop d'effets secondaires. Et du coup, on parle de combothérapie et c'est vrai que c'est encore plus difficile, j'ai l'impression, d'avoir ces deux éléments réunis. Oui, alors, comme j'ai dit, on a vraiment plusieurs centaines de cas dans le monde. Pour l'instant, ça s'accumule tous les jours, on en démarre tous les jours. Il y a en fait la règle quand on utilise ces associations de molécules, il n'y en a qu'une. C'est parmi l'association, il faut qu'il y en ait au moins une des deux
qu'il n'ait aucun effet secondaire, entre guillemets. Hein. Bon, il y a toujours chaque molécule, potentiellement il y a un petit quelque chose, mais donc on utilise toujours une des deux molécules, est une molécule très très bien tolérée. Actuellement, c'est plutôt l'ustekinumab ou le vedolizumab qu'on va mettre dans ces associations-là. Franchement, on n'observe pas grand-chose, quoi. Et donc là-dessus, c'est vraiment pas ce qui me stresse le plus. Est-ce qu'il va y avoir à très long terme d'autres choses qui vont modifier au niveau de nos défenses, qui vont peut-être se voir à long terme? Je ne sais pas. J'avoue que là-dessus, je suis quand même plutôt rassuré, quoi. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et l'expérience s'est accumulée quand même. Et du coup, moi, ce que je comprends, c'est que l'objectif, c'est augmenter l'efficacité du traitement. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter le traitement par un traitement plus naturel, entre guillemets? Ah si, non, mais moi, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein. On vient d'avoir 2 très gros financements à Nancy pour une étude assez révolutionnaire sur l'activité physique. Et on vient d'avoir un autre gros financement. On vient de développer une nouvelle approche nutritionnelle. Et on a eu tous les résultats hier, d'ailleurs, avec des résultats assez fantastiques chez la souris, ou avec une nouvelle approche nutritionnelle où on module différentes choses dont le microbiote, Benoît Chassin d'ailleurs est impliqué dedans, on arrive à modifier, à éteindre l'intestin. Donc c'est thérapie médicamenteuse plus non médicamenteuse. Donc on va vers ce qu'on appelle les interventions complexes. Oui. Et ça, de toute façon, c'est majeur. Hein. Vous dormez bien, vous faites de l'activité physique, vous mangez assez de fibres, pas trop de sucre et pas d'aliments transformés. Vous améliorez votre microbiote, votre intestin et tout, et vous allez améliorer vos taux de rémission. Hein. Mais il faut des études robustes pour l'évaluer. Alors, cet après-midi, vous restez cet après-midi parce qu'on a justement un des PAP, quand même, justement des interventions non médicamenteuses qui interviendra, justement au complément des traitements. Je pense que ça peut vraiment être utile. On va demander, ici, on a une question, puis après, je passe la parole à Yoram Bouning qui voulait ajouter un petit commentaire, je pense. Ouais. Bonjour. J'ai une question, peut-être ce sera plus pour votre collègue Benoît Chassin tout à l'heure, mais c'est sur la recherche au niveau des transplantations de microbiote fécal. Voilà, je me demandais où est-ce que vous en étiez. Je pense que c'est pour Benoît Chassin. Alors lui, il va être... Mais alors, on laissera un gros temps pour les questions parce que c'est pour Benoît Chassin, effectivement, sur le microbiote, il pourra vous en parler. J'étais surpris, je disais 4e question, il n'y a toujours pas eu la transplantation fécale. Je me disais... Ouais, Yoram, tu veux dire un mot? Non, c'était une question, mais ça a été abordé. Je voulais demander à Laurent, parce qu'il nous a fait une magnifique présentation, mais pour les 50 ans de l'AFA, en 2032, est-ce que tu penses que ça sera un médicament qui aura guéri ou une approche beaucoup plus complexe avec le mode de vie et notamment ce qu'il y a dans nos assiettes, etc. Non, ça sera forcément les approches holistiques et les interventions complexes qui vont nous permettre d'aller plus loin. Le médicament qui va trouver et tout guérir, tout traiter, ça reste un peu compliqué quand même. Et on le voit parce que taper à un endroit, c'est très difficile. Il y a le reste qui va bouger. Donc avoir un médicament qui va tout bloquer au même moment ou faire autre, déjà il y a des effets secondaires. Donc c'est à mon avis les interventions complexes et holistiques qui vont y arriver. Et nous, on lance l'an prochain un premier essai clinique où on va faire justement du traitement précoce associé à des interventions non médicamenteuses complexes pour essayer de pouvoir guérir le plus possible de patients. C'est l'essai RESET, R-E-S-E-T. Voilà. Ok, il nous reste 2 questions. Donc une Chantal Dufresne, Jacques Moreau. Juste une petite question. Quand on est en rémission, que vous dites profonde, la décision d'arrêter un traitement... Oui. Non, c'est une super question. Alors, la RCH et le Crohn, c'est pas pareil. Parce que dans la RCH, on a un traitement de fond qui sont les 5-ASA. Donc, on a il nous reste quelque chose, quoi. Donc, on peut, pourquoi, maintenant? Pourquoi on peut faire de la désescalade? Pour 2 raisons. Parce qu'on peut faire une calprotectine fécale tous les 3 mois et détecter une récidive infraclinique précocement. Donc la calprotectine fécale, pour ça, a changé les choses. Qu'est-ce qui se passait avant? Yoram et moi, quand on arrêtait les traitements, on attendait que le patient n'aille pas bien et pour reprendre le traitement. Maintenant, on peut surveiller la calpro, donc ça nous permet de désescalader. Il faut la rémission la plus longue possible, la plus profonde possible. Le gros problème, c'est qu'il y a 2 limites. On peut arrêter le traitement que si le patient a été bien traité depuis le premier jour de sa maladie. Par exemple, une maladie de Crohn mal traitée pendant 5 ans, qui a déjà commencé un peu à détruire l'intestin, vous n'arrêterez jamais le traitement. Il faut qu'il y ait un bon traitement d'emblée. Sur le Crohn, on a je ne les ai pas montrés là, mais on a
les données de l'étude CURE, qui est l'étude du GTED. On a traité au diagnostic des patients par anti-TNF avec une maladie de Crohn, on les montrera dans les prochains mois. Les patients ont atteint un état de rémission très profonde, soutenu dans le temps. On a tout arrêté pour voir ce qui se passait. J'ai eu tous les résultats finaux. Il y a quand même pas mal de rechutes, 1 ou 2 ans. Donc voilà, donc je pense qu'on va plus aller sur de l'allègement thérapeutique, des pauses thérapeutiques, reprendre, faire nos calpros régulières, voir ce qui se passe. On va aller un peu dans des stratégies comme ça, quoi. Jacques, très court. Et puis Laurent, très court. Oui, bonjour Laurent. Je ne peux pas répondre alors. Alors maintenant, comment intègres-tu l'accompagnement, l'éducation des patients dans la prise en charge de tes malades, hein? Hier, on était ici 200 personnes à la FMI. La famille balbutiement, il y a 6 ans, on était 10, maintenant on est 200. C'est une véritable entité et c'est même une chose exceptionnelle puisqu'elle unit un patient de la fac comme coprésident et un médecin. Et nous avons un site internet qui va s'ouvrir, donc des outils qui vont pouvoir être diffusés au plus grand nombre, alors qu'ici, c'était réservé au CHU, au CH. Voilà, je crois qu'il faut que tous les gens entendent qu'en France, on a la chance d'avoir un outil énorme pour faciliter l'accompagnement et distribuer des outils pour vous éduquer à mieux vivre et améliorer votre qualité de vie. Alors je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord, regarde. Tu vois, c'est pour la dernière diapositive, j'ai mis la FMI. Nous, on a inclus près de 500 patients dans le programme d'ETP, ce qui te fait toujours rire, puisque j'avais quelques voilà, je me posais la question il y a quelques années. Donc là, on est à bloc dedans, grâce à Muriel Veltin, pour ceux qui la connaissent. Je crois qu'il y a une chose qui est majeure, c'est qu'un patient qui n'est pas content, qui ne prend pas le traitement, souvent, quand il ne prend pas le traitement, ça ne marche pas. C'est un peu de la palissade. Donc, d'aider le patient, de l'accompagner, de discuter, de lui faire comprendre pourquoi il prend ce traitement-là. On n'a pas toujours le temps au niveau de la consultation. Cette éducation thérapeutique, ça change tout. On peut peut-être doubler le taux de rémission en faisant que tous les patients comprennent le traitement, ils le prennent tous les jours au long cours. Donc, c'est majeur, bien entendu. Et je te remercie pour ce que vous avez fait en fondant la FMI, bien entendu. Et on est quasiment à l'heure. Et donc, merci beaucoup au professeur Laurent Perrin-Biroulet. Bravo.